La plus grande erreur que vous puissiez faire est de croire que vous reconnaîtrez le danger lorsqu'il se présentera à vous. Vous cherchez des monstres qui hurlent, des poings qui se lèvent, des visages tordus par la rage. Vous cherchez l'agression visible. C'est votre faille de sécurité principale. C'est par là qu'ils entrent. La manipulation efficace, la manipulation prédatrice, ne ressemble jamais à une attaque. Elle agit comme une infiltration indéceltable. C'est un poison inodore et incolore que vous inhalez volontairement jour après jour jusqu'à ce que la nécrose s'installe dans votre esprit. C'est un processus chirurgical qui modifie la structure de vos faits, de vos souvenirs et de votre identité, avant même que votre instinct de survie n'ait le temps de s'activer. Pendant que vous surveillez la porte d'entrée pour bloquer les menteurs grossiers et les colériques, le véritable prédateur est déjà dans votre salon, s'assurant que vous l'avez vous-même invité. En psychologie de la coercition, les prédateurs les plus performants, ceux qui maintiennent leur emprise pendant des décennies, utilisent le calme comme vecteur de contrôle absolu. L'agressivité ouverte est épuisante et elle attire l'attention. Le calme, lui, est hypnotique, il paralyse la critique. Pensez à des figures historiques comme John D. Rockefeller, l'un des hommes les plus puissants et les plus impitoyables de l'histoire industrielle. Ses contemporains le décrivaient comme un homme d'un calme glacial, presque inhumain. Lors de négociations tendues, face à des rivaux furieux qui hurlaient, Rockefeller ne sciait pas. Il s'asseyait, restait silencieux et laissait ce silence pesant, presque insupportable, remplir la pièce. Il savait que le silence agit comme un miroir déformé pour l'insécurité de l'autre. En ne répondant rien, il forçait ses interlocuteurs à combler le vide avec leurs propres doutes, à bafouiller, à se justifier et finalement à capituler sans qu'il n'ait eu à élever la voix. C'était de l'agressivité passive élevée au rang d'art macabre. Aujourd'hui, nous allons décoder cette architecture de l'ombre. Nous allons disséquer les 7 protocoles invisibles utilisés pour influencer l'esprit humain et obtenir une soumission totale sans jamais rencontrer de résistance. Identifier ces schémas comportementaux, c'est comme voir soudainement les fils d'une marionnette que vous pensiez être vivante. Cette connaissance est sombre, mais elle est nécessaire. Elle ne vous rendra pas heureux, mais elle pourrait vous rendre votre liberté de perception. L'attaque commence toujours par une phase de déstabilisation. Le manipulateur doit rompre votre équilibre pour vous mettre sur la défensive, là où votre pensée critique est affaiblie par l'émotion. Protocole 1. L'appropriation conversationnelle. C'est une technique de prestidigitation verbale. L'objectif est simple, s'assurer qu'aucun de leurs actes ne soit jamais le sujet de discussion. Imaginez la scène. C'est un mardi soir. Vous découvrez que votre partenaire ou votre associé a menti de manière flagrante sur une dépense importante qui met en péril votre compte commun. Vous sentez cette boule dans le ventre. Vous accumulez le courage de le confronter. Vous posez la question directe, calmement, preuves appuyées. Pourquoi as-tu pris cet argent sans m'en parler ? La réponse du prédateur est brève, presque dédaigneuse. J'en avais besoin, c'est tout. Et immédiatement, avant que vous ne puissiez répliquer, le pivot s'enclenche. Son regard change, le ton devient accusateur. Mais au lieu de me fliquer comme une Gestapo, on devrait plutôt parler de ton obsession pour le contrôle. C'est invivable, tout le monde me le dit. Tu te rends compte de la pression que tu mets sur cette relation avec ta paranoïa ? C'est une appropriation conversationnelle totale. Regardez ce qui vient de se passer. Vous aviez une preuve concrète d'une trahison, 10 secondes plus tard, la conversation ne porte plus sur leur vol, mais sur votre supposée pathologie mentale. Vous êtes maintenant en train de vous justifier, de bafouiller que non, vous n'êtes pas paranoïaque, tandis que le véritable crime est oublié dans l'ombre. Le prédateur a réussi, il est devenu la victime de votre inquisition et vous êtes devenu l'accusé. La culpabilité a changé de camp, sans que vous ne compreniez comment. Si le détournement ne fonctionne pas, le manipulateur change de fréquence. Il passe de l'attaque à la simulation de l'effondrement. C'est l'utilisation de l'empathie comme une arme de destruction massive contre votre méfiance. Reprenons le scénario. Vous persistez. Vous refusez d'être distrait par ces accusations sur votre contrôle. Vous demandez des comptes sur l'argent. C'est à ce moment que le masque tombe pour révéler un visage de détresse absolue. Une détresse jouée à la perfection. La voix commence à trembler, les yeux s'humidifient, il s'effondre sur une chaise, la tête dans les mains. Tu as raison, je suis une horrible personne, je gâche tout, c'est plus fort que moi. Et là, ils sortent la carte maître, le récit d'un traumatisme passé, une faille émotionnelle ancienne.
C'est depuis que mon père nous a abandonnés, je n'arrive pas à gérer l'argent. J'ai une peur panique du manque. Je suis malade, j'ai besoin d'aide, pas que tu m'enfonces encore plus. C'est une manœuvre de puissance pure déguisée en faiblesse. C'est conçu pour exploiter la partie la plus noble de vous, votre compassion. Au moment précis où votre méfiance est la plus nécessaire pour vous protéger, il l'anesthésie en stimulant votre instinct de soignant. Comment pouvez-vous être en colère contre quelqu'un qui souffre autant? Comment pouvez-vous demander justice à quelqu'un qui se définit comme une victime de son propre passé? Vous cessez d'être un détective cherchant la vérité pour devenir une infirmière cherchant à panser une plaie imaginaire. Le doute qui vous habitait est remplacé par une culpabilité atroce, celle d'avoir blessé une personne déjà fragile. La manipulation est totale. Protocole 3. L'ancrage inversé. Ce protocole relève de la psychologie sociale appliquée. C'est une négociation où les dés sont pipés avant même que vous n'entriez dans la pièce. Le principe est de manipuler votre perception du raisonnable par effet de contraste. Le prédateur veut vous amener à accepter le point B, mais s'il vous demande B directement, vous risquez de refuser. Alors, il commence par vous demander le point A, une demande initiale totalement scandaleuse, inacceptable et vouée au refus. Voyons cela dans un cadre professionnel sombre. Un manager toxique veut que vous travailliez tout le week-end sur un projet qu'il a lui-même négligé. C'est sa faute, mais c'est vous qui allez payer. Il vous convoque le vendredi à 17h. J'ai besoin que tu annules tous tes plans pour les 2 prochaines semaines. On doit bosser nuit et jour, week-end compris, pour rattraper le retard sur le projet X. C'est une question de survie pour l'entreprise. C'est ridicule. C'est illégal. Vous refusez. Vous protestez. Vous dites que vous avez une vie, une famille. Vous dites non. Le manager feint la déception. Il soupire longuement, frotte ses tempes. D'accord, je vois que je ne peux pas compter sur toi pour les grands moments. Mais écoute, fais au moins un effort. Viens juste ce samedi et ce dimanche, de 8h à 20h. C'est le minimum syndical pour ne pas couler la boîte. C'est mon dernier mot. Comparé à la perte totale de 2 semaines de votre vie, cette seconde proposition semble presque raisonnable. C'est un compromis, pensez-vous. Vous avez gagné la négociation en refusant la première offre. Vous dites « D'accord, juste ce week-end alors ». Vous venez de perdre. Travailler tout un week-end pour réparer son erreur était son objectif réel depuis le début. Il a ancré votre perception dans un excès absurde pour que l'excès moyen semble être une faveur qu'il vous fait. Ces manœuvres vous donnent la sensation enivrante d'aider ou de gagner, alors que vous venez de céder le contrôle de la narration. Protocole 4. La fausse interprétation intentionnelle. Ce protocole est une torture lente de l'esprit par le langage. L'idée est de déformer systématiquement vos propos, même les plus simples et les plus clairs, pour vous forcer à entrer dans un état permanent de justification. Vous perdez votre énergie à définir des mots que tout le monde comprend. Prenons un exemple de la vie quotidienne qui dégénère. Vous êtes épuisé. Vous dites simplement à votre conjoint ou à un membre de votre famille « J'ai eu une semaine lourde. J'aimerais juste avoir 1 heure pour moi tout seul, dans le calme, ce soir, pour lire. » Une déclaration simple d'un besoin humain basique. La réponse du manipulateur est une distorsion immédiate et agressive. « Ah d'accord, donc en fait, je t'ennuie. Tu ne supportes plus ma présence. Tu es en train de me dire que je suis un fardeau pour toi et que tu veux m'abandonner, c'est ça ?» Vous êtes stupéfait. « Non, pas du tout. Je veux juste lire. » Ne mens pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas besoin de t'isoler de moi. C'est clair que tu es en train de te détacher de cette relation. Avoue-le. Voyez la nasse se refermer. Vous êtes maintenant coincé dans une boucle de clarification permanente. Vous devez passer des heures à expliquer que vouloir lire ne signifie pas vouloir rompre. Le manipulateur ne cherche pas à comprendre. Il cherche à vous épuiser, à vous faire regretter d'avoir exprimé un besoin et à vous enseigner que toute tentative d'autonomie de votre part sera punie par une crise émotionnelle majeure.
À terme, vous cessez d'exprimer vos besoins pour éviter le conflit. Vous vous effacez volontairement. Protocole 5. L'illusion de vérité. Ce protocole repose sur un principe psychologique d'une simplicité effrayante, utilisé par les régimes totalitaires et les publicitaires. Un mensonge répété assez souvent finit par être traité par le cerveau comme une vérité factuelle. L'esprit critique s'use face à la répétition constante. L'anecdote psychologique clé ici est l'expérience de la fluidité cognitive. Notre cerveau aime ce qui est facile à traiter. Si nous entendons une information une fois, nous l'analysons. Si nous l'entendons 100 fois, elle devient fluide et notre cerveau la confond avec une certitude acquise. Dans une relation toxique, cela prend la forme d'un étiquetage constant. Tu es trop sensible, tu es trop sensible, tu es trop sensible. Vous l'entendez quand vous pleurez devant un film, vous l'entendez quand vous vous plaignez d'une injustice au travail, vous l'entendez quand vous osez vous offusquer d'une insulte qu'ils vous ont lancée. Au début, vous protestez. Non, je ne suis pas trop sensible, ce que tu as dit était blessant. Mais la répétition continue, année après année. Un jour, vous vous prenez à dire à une amie « Je ne devrais pas me plaindre, je suis quelqu'un de trop sensible de toute façon ». Le succès est total. Le manipulateur n'a plus besoin de vous critiquer. Vous avez intégré son jugement comme une vérité sur votre propre identité. Vous avez internalisé votre propre oppresseur. Ces deux tactiques de gaslighting ne cherchent pas à gagner un argument. Elles visent à détruire la confiance fondamentale que vous vous accordez. Elles veulent vous rendre dépendant de la version des faits du manipulateur car vous ne croyez plus à la vôtre. L'étape finale du processus consiste à instaurer un isolement social et émotionnel total pour que la voix du manipulateur soit la seule que vous entendiez. Protocole 6. La triangulation. La triangulation est une manœuvre militaire appliquée à l'esprit. C'est l'art d'introduire un tiers dans un conflit binaire pour créer une pression asymétrique déséquilibrante. Imaginons une dispute au sein d'une famille ou d'un groupe d'amis. Vous n'êtes pas d'accord avec le manipulateur sur une décision importante. Au lieu de régler le problème avec vous, le manipulateur va voir une tierce personne, votre frère, votre meilleur ami, un collègue. Il raconte sa version déformée de l'histoire en s'assurant de vous faire passer pour le méchant instable. Il obtient la sympathie et l'accord de cette troisième personne. Puis il revient vers vous. J'en ai parlé à Julie et elle est totalement d'accord avec moi. Elle aussi pense que ton comportement est inacceptable ces derniers temps. Ce n'est pas juste moi, tu vois, tout le monde le pense. C'est un coup de massue psychologique. Vous n'êtes plus face à une personne avec un avis différent. Vous êtes face à un consensus social fictif devenant un étranger dans votre propre relation, entouré par une alliance invisible qui valide ses reproches. Pire encore, le manipulateur peut inventer de toutes pièces cette alliance. Il peut vous dire « Julie pense que tu es folle », alors que Julie n'a jamais dit ça. Mais vous, dans votre insécurité, vous n'oserez pas vérifier auprès de Julie par peur de confirmer le pire. Vous voilà isolé, paranoïaque envers vos propres amis et encore plus dépendant du manipulateur qui se présente comme le seul qui vous supporte encore malgré vos défauts. C'est le principe du « diviser pour régner » appliqué à votre intimité. Protocole 7. Le silence punitif. C'est l'arme nucléaire de la manipulation silencieuse. C'est l'acte de retirer toute émotion, toute réponse, toute humanité lors d'un conflit. Ce n'est pas une pause pour se calmer. C'est une manœuvre de pouvoir conçue pour induire une angoisse archaïque chez la cible, la peur de l'abandon et de l'annihilation. Il y a un désaccord. Vous maintenez votre position. Vous ne cédez pas au protocole précédent. C'est alors que le manipulateur s'éteint. Plus de cris, plus d'arguments, juste un vide soudain, glacial et absolu. Ils arrêtent de vous parler. Ils arrêtent de vous regarder. Ils agissent comme si vous étiez fait de verre, comme si vous n'existiez plus. Vous envoyez un message? Pas de réponse. Vous entrez dans la pièce? Il la quitte. Si vous essayez de briser la glace, vous vous heurtez à un mur de pierre. Ce silence est une torture psychologique. Il force la cible à faire tout le travail.
L'esprit humain déteste l'incertitude. Face à ce vide communicatif, vous allez suranalyser chaque détail de votre comportement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que c'est fini? L'angoisse monte jusqu'à devenir insupportable. Vous êtes prêt à tout pour que cela s'arrête, pour retrouver un contact humain, même négatif. Finalement, vous allez ramper. Vous allez vous excuser pour des fautes que vous n'avez pas commises, juste pour briser le silence. Vous allez mendier leur pardon. À ce moment-là, le manipulateur a gagné de manière absolue. Il a établi que toute rébellion de votre part se soldera par une exclusion douloureuse de son monde. Le succès final du manipulateur est terrifiant. Il survient quand il n'a plus besoin d'attaquer sa cible. Elle a appris à s'attaquer elle-même pour le satisfaire par anticipation. Elle s'auto-censure, s'isole et doute de sa propre raison, même en son absence. La connaissance de ces protocoles, bien qu'éprouvante, transforme radicalement la position de la cible. L'étude de cette grammaire secrète de la coercition vous permet de passer du statut de victime à celui d'analyste clinique. Vous ne ressentez plus simplement la douleur, vous comprenez le mécanisme qui la cause. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, la première règle de défense est d'abaisser votre température émotionnelle. C'est de l'émotion que se nourrit le manipulateur. Observez-le avec une distance scientifique, comme un sujet d'étude fascinant et dangereux, mais pas comme un proche. Ignorez ces paroles, qui sont des leurs. Focalisez-vous exclusivement sur les actions contradictoires. S'ils disent qu'ils vous aiment, mais vous traitent comme un objet, croyez leurs actions. Documentez les faits par écrit, c'est vital. Tenez un journal caché des conversations et des événements pour protéger votre mémoire contre l'illusion de vérité et le gaslighting. Le papier ne doute pas. Pour approfondir votre étude de la nature humaine, aussi sombre soit-elle, et pour fortifier vos défenses psychologiques contre les prédateurs de l'ombre, abonnez-vous. La connaissance est la seule armure qui ne pèse rien. La manipulation nécessite votre participation involontaire pour exister. En refusant de suivre leurs règles, en voyant les fils, vous neutralisez instantanément leur influence. Vous n'êtes plus une marionnette, vous êtes un spectateur conscient qui s'apprête à quitter le théâtre. Prenez soin de votre esprit, personne d'autre ne le fera pour vous.